La chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican, c'est maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Romuald. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Voilà. Son 11e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et nous nous en rappelons, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits humains. Depuis 1950, l'on célèbre donc cette journée. Quel est l'état des droits humains au Bénin? Écoutez, il y a d'autres personnes plus avisées, sans doute, qui pourraient opiner sur cette question. J'ai été surpris par l'apparence calme, le calme apparent qu'il y a eu sur cette journée aujourd'hui, alors qu'on a quand même assez de structures qui sont dans la déclaration, qui sont dans le soutien des droits de l'homme, qui sont dans la promotion des droits de l'homme. Donc j'étais vraiment surpris, c'est quand même bon, pour la première année d'existence de la Commission béninoise des droits de l'homme, je suis surpris quand même. Mais bon. La chaire UNESCO par ailleurs a tout de même. Non, la chaire UNESCO, bon, ça c'est l'université qui est dans les réflexions de manière continue. Je parle de la promotion des droits de l'homme. Et parce que bon, la chaire UNESCO, c'est l'université, c'est sans doute la promotion, mais c'est beaucoup plus les réflexions scientifiques, la formation universitaire et autres. Donc, heureusement d'ailleurs. Donc voilà. C'est sûr qu'il y a eu d'autres qui ont dû prendre des initiatives qui n'ont peut-être pas été médiatisées. Mais par rapport, moi je pense que la Commission béninoise des droits de l'homme, c'est peut-être sa journée, même si elle doit avoir son agenda, mais je pense que la commission, les ligues, les ci, les ça, bon, c'est peut-être la journée de nous parler un peu des droits de l'homme. Peut-être que selon eux, le sujet est aussi assez ressassé. Peut-être qu'il y a meilleur, peut-être qu'il y a mieux. Bon, voilà, donc. Peut-être que ce serait indifféré aussi. On a eu droit peut-être à la journée de la gouvernance quand même. Bon, on a eu droit à l'autorité nationale de lutte contre la corruption qui a fait. Tout à fait. Sa sortie. Bon, c'est aussi des droits de l'homme. La corruption, la lutte contre la corruption, c'est beaucoup plus également. Bon, ça veut dire que là où commence le droit de chacun, c'est fini l'autre, c'est celle de l'autre. Donc parler aussi de cette question de corruption peut s'apparenter beaucoup plus également aux droits humains. Cela dit, de manière générale, de manière globale, je pense que les droits de l'homme, à mon avis, se portent bien au Bénin. Chacun a la liberté d'aller et de venir. La disposition de l'article 23 de la Constitution qui donne à chacun la libre association, la libre appartenance à la structure, à l'association, au groupe, à tout ce qu'il veut, la libre expression, pourvu que cela soit dans le cadre de la loi, reste dans les limites de la loi. Donc je pense que dans l'un dans l'autre, que ce soit ce qui est prescrit par la Constitution, les lois, les règlements, que ce soit ce qui est dans la réalité, on peut dire qu'au Bénin, les droits de l'homme existent, les droits de l'homme sont respectés dans leur généralité. Et puis voilà, comme c'est un combat quotidien, on ne peut pas dire qu'ils sont parfaits, mais ils existent et ils sont bien respectés. Très bien. La corrélation droits humains, liberté publique, parce que ça intéresse beaucoup plus certaines personnes, sinon la population. Oui, je pense, écoutez, toutes ces déclarations, que ce soit celle de 48, que ce soit son ancêtre, la déclaration française des droits du peuple et des citoyens, des droits de l'homme et des citoyens, si je ne me trompe, de 1789, avait déjà mis l'accent sur cette corrélation droit et liberté. C'est-à-dire que vous avez le droit de, mais dans le cadre fixé par la loi. Et à partir du moment où il y a un cadre fixé par la loi, c'est que votre liberté, le cadre d'exercice de votre liberté est déjà défini et codifié. Donc, il vous appartient, dans le cadre de cet intervalle, de cette limite, de cet encadrement, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Donc, quand on vous dit, par exemple, toute personne a droit à la liberté d'expression, d'association, d'appartenance, mais dans les conditions fixées par la loi. Toujours, il y a toujours cette distinction dans les conditions fixées par la loi, parce que cette loi, la loi est ce qui réglemente la vie en société, et donc vous avez beau avoir une liberté, vous avez beau avoir des droits, le droit à la vie, par exemple, le droit à la vie, commence déjà par le fœtus, déjà. Mais si ce fœtus peut rendre la vie de quelqu'un en danger,
par exemple, la loi a réglementé. Si quelqu'un la loi autorise l'avortement. La loi a réglementé. Donc, je vais aller. Si, par exemple, quelqu'un qui est dans un certain droit, hein, par exemple, malade, arrivé à un certain seuil, hein, où il ne peut pas, il souffre, il n'y a plus autre chose que, bon, la loi également a réglementé. Donc, la loi a essayé de gérer un certain nombre d'aspects de liberté. Votre liberté, votre droit d'aller et de venir ne peut pas vous permettre de rentrer dans la propriété d'autrui, par exemple. Alors que vous avez la liberté de mouvement, vous avez la liberté d'association. Mais la liberté d'association ne peut pas vous permettre de vous asseoir sur la place publique à crier, à chanter, ou à faire du bruit, ou à empêcher ceux qui ont envie d'aller de jouir d'autres droits, vous ne pouvez pas les empêcher. Donc, c'est dire que les droits existent et ils s'expriment, ils sont reconnus, mais ils le sont dans le cadre fixé par la loi, par les lois et les règlements. Je pense que les adeptes les défenseurs des droits de l'homme connaissent un peu cela dit, dans un monde en profonde mutation, où parfois les pouvoirs publics sont taxés par principe, c'est-à-dire on ne leur accorde pas la présomption, hein, de respecter les droits humains. Il y a des associations internationales, il y a qui sont dans une défense, à mon avis, enfermée des droits, où il ne faut pas toujours attention à certaines dérives qui peuvent empêcher, qui peuvent amener les pouvoirs publics à réglementer ces droits. Mais au niveau aussi bien de la Déclaration universelle, les pactes jumelles de 66 et que la Déclaration africaine des droits de l'homme, que la Constitution du Bénin, tout ça a pris en compte un certain nombre donc de balises en matière de reconnaissance, de défense des droits de l'homme et de limites naturelles et légales et réglementaires à ces droits. Très bien. En ce qui concerne cette célébration donc de la Journée internationale des droits humains, il y a cette thématique-là qui a été retenue. Les jeunes défendent les droits humains. Est-ce que c'est une responsabilité qu'on accroche maintenant aux jeunes ou quelle lecture vous en faites? C'est sûr que l'Assemblée générale des Nations Unies ou la Commission des Nations Unies qui s'occupe de cette question a dû y réfléchir parce que, vous savez, aujourd'hui avec le village planétaire, avec la mondialisation, avec les efforts de l'information et de la communication, il est fait que le monde est globalisé. Nous sommes dans un village planétaire, comme on le dit, et ce qui se passe ailleurs influence ce qui se passe ici. Et vous voyez ce qui se passe un peu au niveau de l'extrémisme, au niveau de certaines prises de position, et parfois de l'intolérance, le règne de l'intolérance, même chez nous ici au Bénin. Vous savez que vous ne pouvez pas prendre la parole et soutenir votre position, quelqu'un viendra vous injurier, et va vous dire que bon voilà, vous êtes vendu, on ne vous reconnaît plus, on dit mais il me surprend, on ne le reconnaît plus, comme si il était dans votre pensée, que c'était à lui de vous façonner votre pensée. Il y a cette absence de tolérance qui fait que le thème est bien pensé. Alors les jeunes défendent les droits humains, les droits de l'homme. La question de savoir est-ce que les jeunes les connaissent. Est-ce qu'ils connaissent ces droits? Vous avez l'impression que les jeunes ne maîtrisent pas les droits humains? Alors la jeunesse, il faut d'abord délimiter ce que nous appelons jeunes, entre vous et moi qui est plus jeune. Est-ce que nous sommes dans la jeunesse? Est-ce que c'est vous? Est-ce que j'ai dépassé le cadre de la jeunesse? Donc, il faudrait que nous sachions de qui on parle quand nous parlons de jeunes, avant de comprendre de quoi nous parlons. Mais cela dit, si on parle de la jeunesse, disons, anatomique, donc de la jeunesse, peut-être la catégorie de 20, de 15, 30, 35, 40, 15, 40 ans peut-être. Alors je m'essaye 15, 40. Alors donc si on regarde, oui mais est-ce qu'on enseigne? La question est est-ce qu'on enseigne les droits de l'homme dans nos écoles? C'est pas évident. Est-ce qu'on enseigne le droit de l'homme systématiquement à l'université et dans les collèges? C'est pas évident. Est-ce qu'on enseigne les droits de l'homme systématiquement à l'université? C'est pas évident. Alors donc, du coup, moi, quand j'étais à l'école primaire, nous faisions civisme, patriotisme, civisme, patriotique, il reste encore un. Non, c'est pas moral. Donc je pense que tout ça, les aînés ont fait la morale.
Je ne sais pas si la morale est revenue aujourd'hui au programme, mais sur la révolution, c'était le civisme, le patriotisme, et donc qui permettait quand même de connaître un peu le pays et d'apprendre certaines valeurs civiques et patriotiques. Et dedans, naturellement, à un moment donné, vous parlez des droits des uns, des droits des autres. Parce que effectivement, les droits ne peuvent pas être enseignés sans les devoirs. C'est les limites à ces droits qui constituent déjà votre obligation vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la communauté. Donc, vous devrez, on doit apprendre le droit, mais en apprenant le droit, les droits de l'homme, les droits des citoyens, on doit les apprendre en même temps avec la responsabilité qui y va. Je reconnais mes droits, j'exerce mes droits, j'exige mes droits, mais je sais que je vis dans un environnement où j'ai aussi des obligations, donc je dois respecter les droits des autres également. Si ce n'est pas lié, c'est qu'il y a un problème. Et donc, est-ce que la jeunesse est sensibilisée à cela? Je n'ai pas l'impression. Je me rappelle en 90, lorsque on a proclamé la démocratie, le renouveau démocratique, on a vaincu la fatalité. Je me rappelle les gens violaient les femmes, oh c'est la démocratie, les gens brûlaient tout, c'est la démocratie. Donc il y a eu un moment de pagaille. Il y a eu une mauvaise lecture. Il y a eu une très mauvaise lecture, une pagaille totale qui est. Je ne pense pas qu'on soit totalement libéré de ça. Non, il y en a qui estiment que le droit. En démocratie, on peut tout faire. Oui, il y en a qui continuent de le penser, qui ne pensent pas que les droits vont avec la responsabilité. C'est pas ma lecture des choses, c'est pas mon éducation, c'est pas ma culture, c'est pas ce que j'ai appris. Éducation, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, j'ai eu la chance d'avoir à l'école appris les droits et les devoirs, à l'université d'avoir appris les droits et les devoirs. Dans mes activités professionnelles, j'ai appris les droits et les devoirs. Donc du coup, j'estime que la jeunesse doit être sensibilisée aux droits et aux devoirs. Et c'est ce que il va falloir peut-être que les pouvoirs publics essayent beaucoup plus. Qu'au niveau de l'éducation, on essaye, qu'on essaye de trouver des carrément de remonter notre programme éducatif et de l'orienter aussi vers la défense des droits et des libertés. Les droits et les libertés, et naturellement parler des limites à ces droits et à ces libertés qui sont en même temps la responsabilité que chacun a vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la chose publique, vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des parents. Donc, pour moi, il est important que la célébration de ce 69e journée donc de la déclaration, donc la journée mondiale des droits de l'homme, que nous puissions utiliser ce thème pour pouvoir agiter un peu l'éducation aux droits citoyens, la défense des droits citoyens, mais également la gestion de ses propres droits, que chacun comprenne qu'il a le devoir d'autoréguler sa liberté pour pouvoir être un homme sociable, le savoir-vivre doit pouvoir faire partie des bonnes habitudes que le citoyen doit acquérir. Et il faut déjà le cercle familial, et il faut ensuite la société, il faut l'école pour le lui apprendre que les pouvoirs publics doivent aussi travailler à incarner ces droits dans les pratiques quotidiennes. Très bien. En tout cas, les forces de la résistance nationale ont choisi ce 10 décembre pour sortir. Voilà, ce qui a, en tout cas, le lieu choisi. Ils n'ont pas eu accès à ce lieu, et les forces de la résistance trouvent que le Bénin n'est pas seulement en crise de démocratie, puisque nous parlons des droits humains, en crise de démocratie, mais aussi confiné au désespoir, au chaos, et également à ce qu'ils appellent de l'impasse. L'impasse, on l'avait effectivement en 89, oui, je l'ai souvent dit. L'impasse, on l'avait, on appelle l'impasse quand on ne peut pas faire autrement. Je ne pense pas que la définition que le français donne de ce mot corresponde à cette lecture, sauf si les personnes en question essayent d'en faire une qualification plus conceptuelle. L'impasse que le français que je connais a défini, c'est un blocage systématique, c'est une voie sans issue. Il me semble qu'actuellement on a beaucoup d'issues. Une issue, c'est qu'il y a eu un dialogue public, un dialogue politique. Qui a découlé sur un certain nombre de dispositions. La révision de notre constitution d'ailleurs, on en parlera demain. Demain. Voilà, donc c'est cette constitution qu'on a cru pendant longtemps emmurée, qui ne doit pas être touchée, qui n'a qu'une œuvre humaine, mais qui méritait quand même bien d'être réadaptée. Je pense que ça a été fait. Bien évidemment, ça c'est pas de l'impasse. Au contraire, c'est une ouverture, c'est des perspectives. C'est de nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Ils ont d'ailleurs parlé de prétendue révision de la Constitution. Ils sont libres d'utiliser leur vocable, mais c'est fait que le français nous a donné des définitions à ces mots que personnellement, autant nous parlons tantôt des droits, ils sont libres, sans doute
sont dans leur droit d'aviser sur les affaires nationales, les affaires locales. Il me semble que la définition que le français donne de ces mots ne paraissent pas adaptés à leur lecture. Je leur concède leur droit, je n'ai aucune prétention de leur dénier, je n'en ai ni l'autorité ni la personnalité, mais de mon piédestal de citoyen, hein, et donc d'aviseur donc de l'actualité, donc de commentateur, d'analyste. Je pense que c'est pas sain. Vous avez dit tout à l'heure ils n'ont pas eu accès. Je n'ose pas croire que c'est d'un lieu public. C'est un lieu privé. Si c'est un lieu public, ça veut dire est-ce qu'ils avaient fait la demande auparavant. Mais si c'est un lieu privé, il va falloir peut-être demander au privé comment la négociation a été faite. C'est pour ça. Donc, il ne faut pas qu'on mélange ça avec des sujets, avec des questions de droits de l'homme. Il faut bien savoir est-ce qu'ils ont fait la requête logiquement. Ça, je ne m'y connais pas. Est-ce que c'est un lieu public? Si c'est public, il va falloir regarder est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art. Si c'est un lieu privé, il va falloir effectivement savoir dans quelles conditions ils ont fait la requête. Et puis bon, dans quelles conditions celui qui leur a concédé. C'est pas la première fois qu'on a demandé à avoir des endroits, même pour les manifestations privées, parfois vous réservez en partie, on vous dit que bon voilà, le lieu n'est plus libre. Bon, là ça c'est connu. Mais bon, ça je pense qu'ils ont d'autres créneaux pour les mieux. Mais la particularité c'est que on trouve que c'est l'exécutif qui est derrière tout ça. Ah, donc ça change. Donc oui, évidemment, vous savez les lectures qu'une opposition peut faire des pratiques politiques, ces lectures ne sont pas nouvelles. Au Bénin, je peux vous rencontrer 1000 scénarios où on pense que c'est le pouvoir qui est derrière. Comme dit Yaïboni lui-même, quand quelqu'un doit marcher, lui, on va dire que c'est Yaïboni. Quand quelqu'un a des problèmes dans son emploi, on va dire que c'est Yaïboni. Il a fait une sortie comme ça. Je pense que c'est caricatural, hein. C'est exactement ça. Lorsque quelqu'un a des problèmes, il s'y prend mal, il va trouver que c'est le pouvoir public. Lorsque quelqu'un fait plus de tourderie ou totalement d'absence de prudence ou d'anticipation, il va dire que c'est le pouvoir public. Donc ça, c'est connu. C'est pas sous nos cieux, c'est un peu africain, c'est un peu démocratique tropicalisé, pratique démocratique tropicale. Ça, c'est connu et je ne fais pas preuve d'arrogance de le dire ainsi. Mais par contre, par rapport aux positions sur les réformes actuelles, je pense que le code électoral. Je pense que les mots utilisés montrent que ils sont. J'exerce mes droits aussi d'analyste. Je pense que ça montre qu'il manque d'éléments de langage. Ils n'ont plus de lexique approprié pour dire ce qui se passe. Parce que ce qui se passe reçoit l'adhésion populaire. Et il n'y a que regarder un peu dans le pays pour le sentir. Et je pense que l'opposition, ce n'est pas systématiquement de dire je suis contre. Je ne sais pas ce qui est dans cette révision de la Constitution qui peut faire contre, globalement. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai des textes, des versions antérieures à l'arrivée du président Talon qui ont déjà pris en compte beaucoup d'aspects. Et donc, ceux qui ont voté aujourd'hui étaient pour la plupart déjà dans les couloirs politiques des régimes passés. Donc, je ne vois pas. L'opposition estime qu'elle est gênée par la dictature des lois, puisque cette expression a été utilisée. J'ai écouté, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, j'ai écouté les anciens présidents et gênés par la dictature des nouveaux princes du pouvoir. Il y a eu une sortie en 91, il y a eu une sortie des barons de certains candidats, Bruno Amoussou, Adrien Mbedi, Albert Tewedjere, Robert Dossou, qui estimaient que le président Soglo en faisait de trop, lui et son camp, parce qu'ils ont gagné le pouvoir facilement, ils sont sortis de nulle part. C'était dit, un soir de 91, que bon voilà, ils sont gênés que les nouveaux princes du pouvoir se comportent déjà en gagnant. C'est dit en 91. Donc, oui, on est habitué. Je pense que. Et donc, pour vous, ce n'est plus nouveau. Pour moi, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais écoutez, je peux vous parler de 91, comme je peux vous parler de 96, comme je peux vous parler de 2001, de 2011. C'est récurrent. C'est une sorte de refrain. Qu'on enfourche, ou bien de trompette qu'on enfourche régulièrement. Et quand je vous l'ai dit, moi, un peu mal vous d'amuser à vous trouver un lexique adapté à toutes ces situations. Mais bon, ce qui change, c'est les périodes et les noms des acteurs. Mais Romuald, je vous dirais que dans 5 ans,
et vous entendrez d'autres acteurs dire la même chose. Et parmi ces acteurs, il y en aura ceux qui dénoncent aujourd'hui, qui seront certainement peut-être proches du pouvoir, et d'autres d'aujourd'hui qui seront proches du pouvoir, qui seront peut-être non loin du pouvoir. Et dans 20 ans, et des jeunes qui m'entendent et qui veulent s'abuser, peut-être qu'ils ont qu'à copier ces choses, et dans 30, dans 40, dans 50 ans, ils ont qu'à les sortir, ils vont voir que le lexique n'aurait pas évolué. Bon, peut-être qu'il y aura quelques mots nouveaux des années 30, 40, 50, enfin 2030, 2040, 2050, donc des mots nouveaux, des lexiques nouveaux de l'époque qui vont s'ajouter, mais les pratiques on les mêmes. Donc, gêné, embêté, dictature, tout ça fait partie un peu de ce à quoi on est totalement habitué. Je pense qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance parce que l'Afrique ne va pas s'enliser dans cette rhétorique et parler de développement. Lorsque les autres, vous prenez juste l'avion, ou bien vous prenez votre véhicule, vous dépassez Lomé, et à quelque temps vous êtes à la frontière ghanéenne, vous changez totalement de paradigme. Vous changez totalement de paradigme. Vous allez vers le Nigeria, vous changez de paradigme. On est en zone anglophone, on est totalement dans un autre monde, dans une autre réalité. Nous avons à lutter. Les droits de l'homme également, c'est la lutte pour le développement. C'est le développement durable, c'est le développement intégral de l'humain. Ce n'est pas la rhétorique totalement stéréotypée qu'on ressource pour des conforts personnels. Donc il faut que nous quittions cette dynamique de confort personnel. Il y en a beaucoup où les gens, ils prennent leurs problèmes pour les problèmes de la nation. Non, la nation a d'énormes problèmes. Ils n'ont qu'à aller dans nos champs, ils n'ont qu'à voir comment les cultivateurs travaillent, comment nos enfants marchent pour aller dans les salles de classe, comment le gouvernement aujourd'hui travaille à trouver des enseignants pour des élèves. Voilà. Si leur sortie avait solutionné cette question, la question de l'enseignement, la question des salles de classe, la question donc de la santé publique, si on avait des solutions, moi je pense qu'on les écouterait beaucoup mieux. Mais quand c'est des plaintes d'adultes, à mon avis, qui ont des problèmes personnels, si on a l'habitude de les écouter, franchement, moi je pense qu'il faut que nous avancions. Franchement, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Très bien. On avance. Voilà. On avance.